bonheur équitable, allons-y. Alors, ça me fait plaisir d'accueillir Philippe Baudouin, qui est cofondateur de Waverly. C'est C'est Numeno maintenant, donc on voit sur les slides. pardon? C'est Numeno le nouveau nom parce que bon, on a changé, on a pivoté récemment. Ah, excuse. Donc, il n'y a plus de Waverly. Ben non, il n'y a plus de Waverly, effectivement. Et j'aurais dû changer ça aussi, mais c'est correct. C'est maintenant AI. C'est ça. Euh, une plateforme qui est basée à Montréal, utilisant l'IA pour aider les utilisateurs à personnaliser leur contenu. Ancien chercheur de Google, il se concentre sur l'utilisation de l'IA pour un engagement plus significatif, donnant aux utilisateurs contrôle sur leur expérience numérique. Il y aura beaucoup de questions sur cela. C'est le contrôle un peu normalement dans le domaine des informaticiens, ceux qui font la programmation, ou est-ce que c'est une autre sorte de contrôle? Son travail à maintenant AI met l'accent sur la curation basée sur des principes éthiques, comme la transparence et l'autonomie. Il s'intéresse également aux implications éthiques de l'IA. Ça aussi, ça va nous intéresser. Cherchant à concevoir des systèmes qui favorisent le bien-être humain plutôt que les algorithmes d'optimisation axés sur le profit. Donc, est-ce que tu la tendance est plutôt dans le sens de anthropique que de OpenAI? Ah oui, écoute, je te dirais même à la rigueur un tiers où est-ce que la gouvernance serait beaucoup plus collective que ce qu'on voit en ce moment. Je trouve que c'est même Anthropic qui peut-être a des règles de gouvernance un petit peu plus saines que OpenAI. Je pense que c'est pas encore ce dont on a besoin. Tout ça, c'est très intéressant. Mais tu t'entends bien avec les hauts placés de ces entreprises ou est-ce qu'ils te considèrent comme un révolutionnaire? Non, non, je pense que je m'entends bien avec eux. Euh, c'est comme pour le slide deck, c'est du bonheur puis de la souffrance équitablement répartie. Je me chicane autant avec un Yann Lequin qu'avec un Yoshua Bengio. Et puis je suis d'accord avec l'un, je suis d'accord avec l'autre. Je sais pas, je suis mon propre truc. Parfait, c'est la personnalité qu'on cherche. Et maintenant, le titre de ta présentation, c'est une approche raisonnée vers la programmation pilotée par les prompts. On s'est accordé sur prompts, mais ça se peut qu'on va utiliser Amorce, je ne sais pas. Moi, je Euh, vais utiliser Trump. Bienvenue à Montréal, de Montréal à Philippe. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de prompt, d'ingénierie à base de prompt. Je vais le faire en français, mais n'hésitez pas là, s'il y a des anglophones qui arrivent, ça va me faire plaisir de changer. La présentation est en bilingue. Vous allez voir, il y a certaines slides qui sont en français, il y a certaines slides qui sont en anglais. Euh, et ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que la présentation soit interactive. Il y a trop de slides, si je passe à travers, on va s'ennuyer, ça va être plate, mais s'il vous plaît, interrompez-moi dès que que ce soit relié à la slide ou pas. Je pense que ça va donner une meilleure expérience à tout le monde. Donc, j'aime commencer cette présentation-là en parlant de l'IA telle qu'on la connaissait ou de, tu sais, la seule IA peut-être qu'on connaissait il y a 2, 3 ans. Ce que j'appelle aujourd'hui l'IA from scratch, l'IA à partir de rien, c'est-à-dire une IA qu'on essaie d'entraîner à partir d'un ensemble de données. Puis quand je dis IA ici, j'entends vraiment apprentissage machine. OK? On- il y a d'autres formes d'IA, là, mais disons pour cette présentation-là, j'entends vraiment apprentissage machine. Donc, l'apprentissage machine à partir de rien, c'est les techniques qu'on apprenait sur les bancs d'école quand on faisait l'apprentissage machine, les grands ensembles de données, euh, aujourd'hui des mécanismes à base de réseaux de neurones, donc des réseaux de neurones profonds souvent, mais on apprend à partir de rien.
Et quand on essaie de comprendre pourquoi on fait ça, disons, pourquoi il y avait, en tout cas, il y a quelques années, un très, très grand engouement pour ça, surtout de la part des grandes entreprises, c'est qu'il existe une espèce de rêve qui vient avec cette idée-là de l'IA à partir de rien. Donc, les grandes entreprises se disent, on a beaucoup, beaucoup de données. Et c'est évident qu'on ne va pas chercher toute la valeur qu'il y a dans ces données-là. Il y a des trésors cachés dans les données qu'on n'est pas en mesure de percevoir. Et de faire de l'IA à partir de rien sur ces données-là, ça va nous permettre de découvrir nos trésors. Et qui dit trésor dit profit. Donc, ça peut être très intéressant pour les grandes entreprises, cette espèce de rêve de l'IA à partir de rien. Pour Mais te le faire problème- Vas-y, plaisir, vas-y. pour te faire plaisir, Philippe, je serai le premier impoli pour te poser une question. Vas-y. Tu dis entreprise, divise ton empire. Est-ce que c'est à 100% le commerce ou est-ce qu'il y a un peu de place pour la science et l'académie? Euh, je pense que ce rêve-là était étonnamment plus présent dans les entreprises que, dans le monde académique, puis dans le monde de la recherche. Parce que dans le monde de la recherche, on triture nos données depuis toujours. Je veux dire, c'est le bread and butter des chercheurs académiques partout, de ramasser des grands ensembles de données, d'essayer de trouver qu'est-ce qui se cache là-dedans. Dans les grandes entreprises, on accumule des données, mais on n'a pas l'impression que, ben, en tout cas, on va donner ça à ce qu'on appelle des data scientists dans l'entreprise, là. Mais en tout cas, je trouve qu'il y avait on était peut-être plus lucide dans le monde académique quant à la capacité de faire quelque chose à partir de nos données qu'on l'était dans le monde de l'industrie. Donc, ici, je parle peut-être un petit peu du rêve des CEO, puis des exécutifs des grandes entreprises qui voulaient faire quelque chose à partir de leur ensemble de données. Donc, tu dis que ça ne risque pas d'être utile pour les scientifiques et les... Non, au contraire, je pense que ça peut être très, très utile aussi. Disons ici, j'essaie de mettre la table sur donc, l'IA d'il y a 5 ans, il y a 5, 6 ans, là, de se poser la question, euh, bon, pourquoi il y a eu un gros engouement par rapport au deep learning il y a 5, 6 ans, et cet engouement-là me paraissait venir plus des entreprises que des chercheurs. Euh, Il y a eu aussi une espèce de désillusion de la part du même groupe parce que de faire ça, de l'IA à partir de rien, c'était très coûteux. Ça demandait beaucoup de données, ça impliquait l'entreprise au complet, il fallait faire plusieurs étapes, commencer par identifier nos sources, collecter les données, les stocker, les analyser, les visualiser, les nettoyer, les normaliser. Éventuellement, on pouvait entraîner notre modèle et espérer être en mesure de le déployer, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'être en mesure de transformer notre ensemble de données en valeur dans le cas des entreprises, pour une entreprise. Des difficultés qui sont reliées à ça, c'est que comme il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, c'est difficile d'évaluer l'impact que notre projet va avoir avant qu'il soit terminé. Et si ça ne fonctionne pas, c'est difficile de corriger le tir en cours de projet parce que, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes séquentielles avant de réussir à faire quelque chose. Donc, si on résume, ce qu'on a, c'est qu'ici, on perd l'agilité naturelle qu'on a traditionnellement quand on fait du logiciel. Quand on programme dans des langages classiques, on peut itérer très, très rapidement. On peut essayer quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, on peut essayer autre chose. On peut écrire des tests, etc., etc. On est généralement très, très agile parce que c'est très peu coûteux d'essayer, de modifier, etc. Mais cette agilité-là, dans l'IA à partir de rien, on la perd. On n'y a plus accès. Et il y a quelque chose aussi dans cette espèce de rêve-là qui est à la limite utopique. On a cette idée-là qu'on a beaucoup, beaucoup de données, puis qu'il y a un trésor dedans, puis qu'on va être capable de convertir ce trésor-là en valeur, hein, OK? Donc, pour une entreprise, ce serait de l'argent, pour un scientifique, ce serait une bonne publication, j'imagine. Euh, mais ce trésor-là est souvent pas si fabuleux que ça. Tu sais, il y a pas tant de choses que ça de cachées dans les données qu'on n'est pas en mesure de découvrir avec d'autres mécanismes en faisant de l'analyse plus classique, etc. Donc, c'est pas si évident que ça là, que de déployer
Toute l'armada de l'IA traditionnelle à base de réseaux de neurones va nous permettre d'aller chercher quelque chose d'incroyable. Et puis la valeur, c'est ça. Donc, comme je disais, ça se découvre souvent mieux avec des méthodes plus traditionnelles. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut conclure que l'IA, ça sert à rien? Puis que, bon, on a dépensé plein d'argent pour arriver à quelque part, puis on n'est pas en mesure d'y arriver. Alors là, c'est là que je veux vous parler de l'IA qui n'est pas à partir de rien. L'IA not from scratch. L'IA qu'on construit sur des bases déjà existantes. Euh, donc ça va, ça, c'est l'essentiel de mon propos là, aujourd'hui. Ça va être de vous parler de cette IA-là qu'on construit sur des bases déjà existantes et en particulier sur des grands modèles de langage. Je vous donne un petit aperçu de ce qui s'en vient. Mais la première question qu'on peut se demander, c'est où est-ce qu'on va utiliser, où est-ce qu'on devrait utiliser l'IA construite sur quelque chose. Et quand j'essaie de résumer, disons, en grandes lignes, les endroits où ça me paraît pertinent de le faire, je dirais que si on trouve quelque chose qui est difficile à encoder dans des règles d'affaires ou à programmer, OK, donc on est capable d'exprimer une idée, on est capable de l'articuler, mais on n'est pas capable de l'exprimer en code. Pas parce qu'on n'est pas bon programmeur, parce que le code est vraiment complexe pour exprimer cette idée-là. Par exemple, on est capable d'exprimer de quoi a l'air un visage humain. C'est pas tellement, tu sais, on est capable de l'articuler, on est capable de se parler et de se comprendre parce qu'on partage la même expérience du monde. Mais si on avait à programmer des règles strictes pour décrire ce qu'est un visage humain, ce serait très difficile. Il n'y a aucun programmeur qui a jamais réussi à le faire. Mais l'apprentissage machine nous permet de le faire. Et aujourd'hui, l'apprentissage machine, not from scratch, construit sur quelque chose de solide, nous permet de le faire encore plus facilement. Donc, en général, je vous dirais, c'est la règle pour savoir quand est-ce qu'on peut utiliser de l'IA construite sur quelque chose, c'est on croit ou on veut réaliser à grande échelle une tâche qui est difficile à exprimer sous forme rigide, Hein? sous forme de code. Hein? Oui, Est-ce que je peux poser une question? oui, s'il te plaît. Oui, Oui, bonjour Philippe. Je ne sais pas si vous me voyez là, dans le cadre là, mais je me permets de vous interrompre parce que, en fait, vous aviez dit que c'est ce que vous vouliez. J'essaie de voir la différence entre l'IA not from scratch, donc qu'on part, mettons l'apprentissage supervisé qui existe déjà depuis quand même longtemps. C'est quoi la distinction entre les deux? Donc, l'IA, c'est ça. Donc, l'IA not from scratch, je vais y arriver, là, mais c'est essentiellement comment on construit par-dessus un LLM. D'accord? Donc, l'apprentissage supervisé, je tourne les coins ronds, là, l'apprentissage supervisé, le plus classique, là, c'est on construit, euh, on commence avec, disons, un réseau de neurones où tous les poids sont initialisés avec des valeurs aléatoires. Il n'y a absolument aucune information dans le réseau de neurones avant qu'on commence l'entraînement. On fait l'entraînement et puis à la fin, notre réseau de neurones est en mesure de faire une tâche. Ça, c'est l'IA from scratch. L'IA not from scratch, il y a plein de manières de le faire. Classiquement, on peut faire, on aurait pu faire ce qu'on appelle du few-shot learning, du multi-shot learning, etc. Aujourd'hui, l'IA not from scratch que je vais vous proposer, c'est l'IA à base de prompt. OK? C'est ça. Donc, je suis un petit peu à contre-courant de beaucoup de chercheurs qui s'amusent encore à travailler avec des données puis des données brutes. Moi, je travaille plutôt avec le langage. Aujourd'hui, c'est ce que je fais presque au quotidien, essayer d'exprimer dans le langage naturel des choses qui sont difficiles à exprimer dans le langage de programmation. Et donc, me servir des LLM comme intermédiaire, un LLM étant un outil qui a appris beaucoup de choses qui existent dans le monde, là, beaucoup de notre expérience partagée. Et à partir de là, je peux utiliser en naturel. C'est quelques exemples que je voulais donner ici là, de choses qui sont difficiles à programmer, mais qui sont faciles à exprimer. Donc, par exemple, si on veut exprimer le profil d'une personne à qui on voudrait parler dans une publicité ou dans... Je donne souvent cette présentation-là à des commerciaux. Donc, c'est pour ça que ça, petit angle commercial, là, quand on est entrepreneur, c'est le lot, notre lot quotidien. Mais donc, ça peut être un exemple. Expliquer ce que sont des patrons de cyberattaques. C'est un autre exemple.
C'est facile en tout cas. On peut exprimer certains patrons, mais ça peut être très difficile de trouver des lignes de code pour expliquer ce que ça devrait être. Et il y en a un paquet d'autres comme ça. J'en ai mis quelques-uns en français ici. Il y en a une qui est importante, ben, en tout cas que je souligne parce que c'est celle à laquelle on a décidé, nous, de s'intéresser chez Numeno plus spécifiquement. Donc, personnaliser l'expérience de chaque utilisateur sur une application donnée. Quand on parle de personnaliser une expérience, c'est très, très difficile de savoir ce serait quoi la meilleure expérience pour un utilisateur donné. C'est très difficile de programmer ça parce que euh, ce qui fait qu'une expérience est bonne ou mauvaise sur une application donnée, c'est très subtil. C'est pas ah oui, ce bouton-là ou ce bouton-là. Surtout avec des applications très riches, là, comme ce qui nous intéressait particulièrement il y a quelques mois, ce sont les réseaux sociaux. C'est des applications très, très riches. Il y a beaucoup de contenus qui peuvent arriver là-dessus, mais c'est quoi la meilleure expérience à faire pour un utilisateur donné? Très difficile à exprimer sous forme de code. On peut faire de l'IA from scratch pour essayer de le faire, mais on peut aussi faire de l'IA not from scratch, de l'IA construite par-dessus les LLM. Et c'est ça que c'est à ça que Numeno s'intéresse spécifiquement. Donc, je le souligne rapidement ici. Bon, donc la raison pour laquelle on peut faire de l'IA not from scratch aujourd'hui, de l'IA construite sur quelque chose, c'est justement parce que nos grands modèles, en particulier les grands modèles de langage, intègrent beaucoup de connaissances qu'on devrait apprendre à partir de rien si on entraînait un système d'IA à partir de rien. Et ces connaissances-là sont utiles pour un très, très grand nombre de tâches. Donc, si on insiste pour réentraîner un modèle à partir de rien, on perd tout ça. On perd toute cette connaissance-là qui est intégrée dans le modèle actuel, dans les grands modèles de langue. Et c'est ça. Et les chances qu'on soit en mesure de reproduire, si on a besoin de ces connaissances-là, ou même d'une très petite partie de ces connaissances-là pour réaliser notre tâche, on doit toutes les réapprendre. Et les chances qu'on réussisse à faire aussi bien sont très minces. Très important comme concept, ça, là. Vraiment de comprendre que les grands modèles de langue intègrent beaucoup de connaissances qui existent dans le monde. Euh, et, et je, je m'ostine parfois avec... la semaine dernière, j'étais sur un panel et puis je disais que, à mon avis, il faut parler, quand on parle des modèles qui sont appris par les grands modèles de langage, il faut parler d'une compréhension sémantique, c'est-à-dire une compréhension du sens des trucs. Euh, c'est peut-être pas le même genre de compréhension sémantique que nous, on a comme humains, mais il y a clairement une compréhension du sens qui est présente dans ces modèles-là. Je pense que c'est difficile à nier. Je pense que si on se donnait une batterie de tests qu'on pouvait faire subir à ces systèmes-là pour détecter si oui ou non ils ont une compréhension sémantique du monde, on détecterait que pour beaucoup de situations, ils ont une compréhension sémantique. Donc, je pense que c'est la base à partir de laquelle j'opère. Je pense que c'est beaucoup de chercheurs considèrent qu'il y a une forme de compréhension sémantique, c'est-à-dire que les modèles appris dégagent des abstractions qui sont porteuses de sens au sens où nous, on l'entend comme humain. Et donc, ces abstractions-là existent dans les modèles et puis on peut les utiliser. Ce que j'aime dire aussi à ce niveau-ci, c'est que data is no longer the new oil, hein. Il y a je sais pas si, il y a 5 ans, on disait, quand je travaillais chez Elementai, qu'on avait cofondé, on disait souvent data is the new oil, les données, c'est le nouveau pétrole. Si vous avez des données, vous êtes riche, vous pouvez faire quelque chose avec, etc., etc. Ce qu'on remarque de plus en plus avec les LLM, c'est que comme on construit sur une chose qui existe déjà, ou la grande, grande quantité de données dont on avait besoin avant pour entraîner des systèmes d'IA, ben, on n'en a plus besoin. En tout cas, on part avec quelque chose qui est déjà entraîné sur une grande quantité de données qui contiennent des informations qui peuvent être pertinentes pour nous. C'est plus nécessairement, une grande quantité de données n'est plus nécessairement garante d'une capacité à faire de l'intelligence artificielle ou à exploiter la valeur de l'intelligence artificielle. Et pour moi, ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'il y a un shift dans l'économie même de l'intelligence artificielle qui se transporte des entreprises qui avaient beaucoup, beaucoup de données, les big tech, etc., à des entreprises probablement beaucoup plus petites qui vont être en mesure d'exploiter l'intelligence artificielle sans être obligées de faire appel à des grands ensembles de données.
Mais bon, comment on fait ça de l'IA not from scratch? Alors, il y a plein de façons de le faire. Je vois que Louis Chartrand a une question. Louis, Oui, juste rapidement, est-ce que c'est quelque chose qui explique un peu le fait que, bon, je sais qu'il y avait il y a beaucoup de scientifiques de données qui ont été mis à pied dans les grosses compagnies de Big Tech, puis qui se sont ramassés, ouais. C'est une bonne question. Je dois admettre que je ne savais pas ça. Bon, peut-être que, peut-être que ça parle du fait que je suis sous ma roche puis je programme au quotidien ces temps-ci. C'est- bon, c'est ça. Donc, ça se fait que j'ai pas Dans le entendu fond, je vais parler de peut-être un petit peu comme développer un peu la tendance, c'est que les Google, Microsoft, tout ça ont mis à pied beaucoup des scientifiques de données qui se sont beaucoup ramassés à être embauchés dans des entreprises plus traditionnelles. Et puis, ben, il y a encore une espèce de surabondance là, de scientifiques de données sur le marché, là. Mais ça a été un petit peu le shift qui a été fait. Et puis, fait que c'est ça. Je me demandais si ça connectait là-dessus, mais si vous avez Écoute, pas d'idée, c'est bien correct, là. non, mais j'ai pas la réponse pour toi, mais à mon avis, ton intuition est bonne. Parce qu'effectivement, plus nos systèmes sont automatisés, j'imagine, moins on a besoin de faire des analyses manuelles des données. Donc, c'est pertinent, je pense. Je serais curieux de voir si on a, tu sais, ce qu'on voit beaucoup, en tout cas, je sais pas, c'est aussi au niveau de la manipulation de ces données-là, ça reste quelque chose de coûteux, là, donc l'ingénierie peut-être de données, là, tous les ingénieurs qu'on doit embaucher pour faire nos MapReduce, ces choses-là. Je ne sais pas si on voit le même changement là. Merci pour la question. Donc, quand on parle d'IA not from scratch basé sur des grands modèles de langage, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a Donc, je ne suis pas le seul à dire ça, hein. Tout le monde en est conscient là, on veut construire par-dessus ces trucs-là. Euh, Moi, je propose peut-être la méthode la plus basique, mais, mais ça fonctionne très bien pour les projets que nous, on développe. Et je pense que dans bien des situations, on va aller chercher des mécanismes plus complexes, alors que la méthode basique fonctionne relativement bien si on la fait de manière systématique. En tout cas, si on l'approche de manière systématique. Donc, essentiellement, la méthode basique, ce qu'on dit, c'est on part avec un grand modèle de langage, un ChatGPT, un Llama, un Claude, peu importe. Et ensuite, on a cette tâche-là ou ce processus-là qu'on est en mesure d'exprimer en langue naturelle, mais qui est difficile à programmer. Ben, on prend le temps de l'exprimer, on l'explique en mots. Et ensuite, on a une petite quantité de données qui peut venir soit même a posteriori, peut-être que les données, on ne les a pas a priori, mais on les a a posteriori, et qui viennent jouer dans cet algorithme-là ou dans ce processus-là. Donc, je vais vous donner des exemples parce que cette slide-là n'est pas parlante, là, mais c'est les trois concepts qui rentrent en ligne de compte quand on construit de l'IA not from scratch, de l'IA sur des grands modèles existants. Et je vous le donne en mille. La description de la tâche, c'est ça un prompt, hein, ou des prompts ou un ensemble de prompts. Et c'est de ça qu'on va parler, comment on réussit à faire ça de manière systématique. Donc, pour les exemples que je vous ai donnés précédemment, ce serait de commencer avec un grand modèle de langage et d'exprimer sous forme de prompt le profil des personnes qui nous intéressent ou d'exprimer sous forme de prompt les patrons de cyberattaques auxquels on sait qu'on va faire face ou auxquels on fait face régulièrement ou d'expliquer des facteurs communs qui causent des délais dans des livraisons. Donc, peu importe, mais c'est des choses qui sont difficiles à programmer, mais qu'on est en mesure d'exprimer avec le langage et c'est ça qu'on va encoder sous nos prompts. Donc, allons dans le concret. Comment on fait ça? Comment on construit sur des grands modèles de langage? Comme je vous l'ai dit, c'est des prompts, il y a des prompts partout. Et là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut être systématique dans notre approche à l'utilisation de prompts. Et c'est ça qui nous intéresse ou qui m'intéresse personnellement. C'est j'adopte des outils, je développe des outils pour être en mesure de faire ça de plus en plus efficacement. Et Oui, pourrais-tu supprimer le lever de main? Pardon? Il dit à Louis qu'il devrait supprimer ça. Voilà, Ah oui, merci. voilà. Parfait. C'est un très bon mécanisme. Si vous voulez m'interrompre, si vous êtes dans la salle, n'hésitez pas, là. Je suis certain qu'Étienne va vous donner la parole, mais si vous êtes virtuellement, levez la main. And if anybody's in English and doesn't understand anything, please also let me know. I can easily switch. Or if you have a question in English or you're more comfortable asking it in English, please do, and I would switch.
Donc, si on prend un portrait aujourd'hui de ce qui se passe dans l'univers des prompts, là, on va voir dans une entreprise ou des programmeurs comme moi là, qui s'en servent au quotidien, ce qu'on voit, c'est qu'on construit nos prompts de manière très ad hoc, hein, très euh, ad hoc. Mais donc, la conséquence, c'est qu'ils vont casser fréquemment. Quand je dis casser, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose dont l'objectif est X, puis ça va finir, peut-être ça va fonctionner un petit peu au début, mais éventuellement, ça va dériver, ça ne réalisera plus X, la tâche qu'on souhaitait que ça réalise. Et on ne sait pas comment réparer ça quand ça brise. C'est cassé, on ne sait pas comment le réparer. On ne sait même pas détecter quand est-ce que ça brise ou à quelle fréquence ça brise. Donc, on est vraiment dans... on sait que ça fonctionne parce qu'on est capable de le faire marcher de temps en temps, mais on opère un peu à l'aveuglette dans tout ça. Donc, c'est quoi la solution? Donc, il y a plein de gens qui vont vous vendre leur outil puis vont dire, mon outil règle le problème, mon outil règle le problème. À mon avis, la solution, c'est pas un outil spécifique, c'est une approche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on transforme notre façon de travailler avec des prompts pour passer de la manière dont on les utilise aujourd'hui, qui est très hacking, très ad hoc, et qu'on s'en aille vers une méthode structurée inspiré du génie logiciel. Donc, le génie logiciel qui nous a donné des bases solides puis un ensemble de processus pour qu'on développe du logiciel qu'on est en mesure auquel on peut faire confiance. Mais il faut se diriger dans la même direction. Donc, avec des méthodologies et des processus qui vont faire en sorte qu'on est capable d'approcher la programmation à base de prompt avec la même rigueur que celle qu'on déploie quand on fait du logiciel plus traditionnel. Donc, c'est facile à dire, mais comment on fait ça? Ben, c'est sûr que ça prend une boîte à outils. On fait pas on fait pas ces processus-là, on va pas réinventer tous les outils dont on a besoin. Ça prend une boîte à outils. Cette boîte à outils-là, aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, elle commence à grossir, puis je dirais à grossir au quotidien. Il y a plein de mots là-dedans que vous avez peut-être déjà entendus. La plupart de ces outils-là, je les utilise. Les programmeurs qui utilisent des prompts s'en servent. Donc, les RAG, Retrieval Augmented Generation. J'ai toujours trouvé que l'acronyme était très bizarre, mais essentiellement, c'est connecter un grand modèle de langage à une base de données pour qu'on puisse interroger la base de données avec la langue naturelle. Donc, ça, c'est un outil, c'est quand même relativement robuste, de plus en plus robuste, de plus en plus solide. On peut juste utiliser ça et connecter un grand modèle de langage à une banque de données. Agentic Workflow, ça se développe de plus en plus. Récemment, ServiceNow, qui est donc l'équipe de recherche que j'avais créée chez Element AI, qui a été acquise par ServiceNow, vient de développer, de mettre sur le marché, j'ai oublié le nom de la librairie, malheureusement, mais une librairie qui est basée sur Tape Agents, que ça s'appelle, Tape Agents, qui est basée sur les Agentic Workflows. Très intéressant comme approche. Il y en a qui sont convaincus que c'est le futur. J'ai une lecture plus nuancée de la situation, mais c'est vraiment intéressant. Et puis, on commence à avoir quelque chose de plus robuste de ce côté-là. Fine-tuning, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, on prend un grand modèle de langage déjà existant, on rajoute nos données par-dessus, et puis on change un petit peu le modèle. Donc, on change littéralement les poids à l'intérieur du modèle, ou plus précisément, on rajoute une couche qui va faire une modification des poids à l'intérieur du modèle, mais on vient faire du fine-tuning. C'est possible de le faire. Programmable Guardrails, d'autres initiatives pour réussir à donner un cadre plus rigide à un chatbot quand on utilise les grands modèles de langage pour faire des chatbots. Chain of Thought Reasoning, si vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle LangChain, c'était leur première idée. Il y a des choses intéressantes là-dedans. À mon avis, c'est très embryonnaire. Mais je vous ramène à la question des outils. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est une méthodologie, un processus. Il faut qu'on l'approche de manière plus systématique, comme des vrais ingénieurs. Et si j'essaie, là, dans une slide, de résumer l'objectif d'un bon ingénieur, c'est la question qui se pose, c'est OK, j'ai quelque chose de compliqué à faire. Comment est-ce que je peux diviser cette tâche-là de manière efficace et surtout d'une manière qui me permette de réassembler les morceaux pour résoudre mon problème plus large? Ça, c'est l'essence de l'ingénierie. On crée des modules, on résout le problème du module, on réassemble les modules pour résoudre le problème plus grand. Et quand on a la capacité de faire ça, on a la capacité d'attaquer un problème, peu importe sa complexité, parce qu'on est en mesure de le diviser en petits morceaux, de séparer ces petits morceaux-là en
différentes personnes, différentes compagnies pour venir les résoudre, d'appliquer des tests rigoureux à chacun de ces petits morceaux-là. Mais si j'avais à résumer l'essentiel de l'idée de l'ingénierie, c'est comment on prend une tâche et qu'on la divise de manière efficace. Et il faut réussir à faire ça avec nos modèles à base de prompt. Donc, il faut réussir à prendre un prompt et à le diviser de manière efficace et d'une manière qui nous permette de réassembler les morceaux pour résoudre notre problème plus large. C'est important, à mon avis, c'est tellement niaiseux, mais en même temps, s'il y avait une slide dont j'aimerais que vous rappeliez de cette présentation-là, c'est peut-être celle-là. Comment diviser un prompt de manière efficace où les morceaux peuvent être testés indépendamment et réassemblés pour régler le plus gros problème. Donc, notre approche à nous, on vient, on vient du monde de l'informatique. On est des informaticiens théoriques un peu, mais l'idée en informatique, c'est ben, la fonction, c'est une très, très belle, très, très beau moyen. C'est très simple, mais c'est un très beau moyen de prendre quelque chose de complexe puis de le diviser en morceaux plus simples qui peuvent être testés indépendamment et réassemblés pour régler le plus gros problème. Hein. Quand on écrit du code, on dit OK, bon, ben là, ce que je suis en train d'écrire devient de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué. Je vais le couper en petites fonctions. Là, on a inventé plein d'autres trucs en informatique. On a fait des classes, on a fait des méthodes, on a fait plein d'affaires, mais des modules. Mais fondamentalement, l'idée, c'est que j'ai une grosse fonction qui essaie de faire quelque chose de compliqué. Je la coupe en petits morceaux. Je fais chacun de ces morceaux-là devient une petite fonction indépendante. Je peux tester ces petites fonctions-là indépendamment et je peux les réassembler ensemble pour résoudre mon plus gros problème. Et qu'est-ce que c'est qu'une fonction en informatique? Ben, plus simple, c'est quelque chose qui prend une donnée structurée puis qui émet une donnée structurée. On est dans le rigide, là. On est dans la structure, on est dans le rigide. La donnée structurée en entrée, ça peut être la température dehors avec la pression barométrique, peu importe. Donc, on a comme une structure qui exprime quelque chose. On a la fonction qui prend toutes ces informations-là, qui essaie de faire quelque chose avec. Et à la sortie, on a encore une donnée structurée qui est, je ne sais pas s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait beau, s'il fait soleil, etc. Donc, une fonction classique, c'est ça. C'est un mécanisme, un processus, un procédé qui est encodé dans l'ordinateur, qui prend une donnée structurée, qui émet une donnée structurée. Et notre approche, essentiellement, c'est de dire, cette unité-là, elle est bonne, le concept est bon, mais si on doit construire sur des grands modèles de langage, il faut l'étendre pour permettre de rentrer et de sortir de ces unités-là le truc qui ne s'exprime pas à base de code, le truc qui nous permet d'exploiter les connaissances déjà encodées dans ces grands modèles de langage-là, essentiellement de la langue naturelle. Donc, pour nous, une fonction à base de prompt, c'est une petite unité qui va prendre des données structurées en entrée, qui peut émettre des données structurées, mais elle peut aussi prendre en entrée des entrées en langue naturelle et elle peut aussi émettre en sortie des sorties en langue naturelle. Mais c'est le même concept qu'une fonction classique. Et là, ça a pas, ça a l'air un peu bête, là. Je veux dire, je pense que c'est trop simple dans le sens où les gens complexifient cette idée-là avec des agents et toutes sortes de choses parce que ça a l'air trop simple quand on le présente comme ça. Mais à mon avis, on n'a pas fait le tour de ce que ça nous permet de réfléchir à la question avec ce framework-là, avec cette idée-là d'une fonction qui peut prendre en entrée et qui peut émettre de la langue naturelle. Et ce que ça nous permet de faire immédiatement, c'est de réutiliser certains des concepts qu'on avait avec les fonctions classiques et qui nous permettaient de faire le découpage et le réassemblage dont on a besoin pour faire de l'ingénierie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en programmation classique des structures de contrôle ou des fonctions à haut niveau. Ce sont des mécanismes qui nous permettent de prendre des fonctions, de les diviser un petit peu plus et de les réassembler pour résoudre notre plus gros problème. Si vous avez déjà programmé, vous connaissez les if-then-else, vous connaissez les switch case, vous connaissez les for, vous connaissez peut-être les maps, les reduce, les filters, vous savez qu'une fonction peut retourner des données. Tous ces principes-là, tous ces concepts-là peuvent être réutilisés dans de la programmation à base de prompt quand on se permet des fonctions qui ont des entrées en langue naturelle et des sorties en langue naturelle. C'est pas trivial de le faire parce que la caractéristique de la langue naturelle, c'est que contrairement aux structures,
c'est pas rigide. C'est même probabiliste, probabiliste. Notre fonction en langue naturelle, étant donné une entrée donnée, ne va pas toujours donner la même sortie. C'est très déstabilisant pour un programmeur de commencer à manipuler des objets comme ça. Mais c'est pas impossible de le faire. Et ça ouvre la voie à des solutions vraiment intéressantes. C'est juste qu'il faut c'est- il faut qu'on s'habitue à travailler avec des objets qui sont probabilistes. Et je vous dirais que la grosse, grosse majorité des programmeurs classiques, même de ceux qui choisissent d'aller en programmation, souvent, c'est parce qu'on haït ça, le probabiliste. On aime ça quand c'est rigide, on aime ça quand c'est structuré, on aime ça quand c'est précis. Et là, on se ramasse dans un univers où on doit travailler avec du probabiliste si on veut être en mesure d'exploiter toute cette valeur-là qui existe dans nos grands modèles de langage. Mais on peut quand même réutiliser certains des concepts, comme ceux qui sont indiqués ici, des structures de contrôle puis des fonctions à haut niveau, qui sont avérées très, très, très pratiques en programmation traditionnelle. Ça va, j'ai-tu perdu tout le monde, là? Moi, j'ai pas énormément de feedback, là. Je suis derrière mon écran ici, puis je prends le pouls de la salle, là. Levez votre main si vous êtes encore avec moi. Yeah! Le C'est slide, bon. enfin, Vas-y. je vais même pour une question sur quelques slides. Enfin, vous avez parlé directement enfin, du loop de rétroaction pour être capable de faire correctement les prompts. Vous aviez enfin parlé enfin, du setting workflow. ServiceNow qui avait fait enfin une agent tape. Enfin, pour essayer de faire enfin international avec. Ça me dire enfin à ce moment-là que c'est trop complexe, enfin, une manière plus simple de le faire avec. Mais est-ce que c'est juste, OK, ça, on met un trop grand niveau de difficulté, alors c'est pas nécessaire? Ou c'était, la manière qu'on le met, ça va, plus la sorte de complexification, abaisser la qualité des résultats qu'on est capable d'avoir, comme on essaie de se mettre trop de bâtons dans les roues, alors on serait pas capable de l'atteindre. Est-ce que, alors c'est juste faire de la redondance de travail ou c'est, en faisant ça, on va même arriver à une qualité moins bonne? C'est c'est une bonne question. Tu sais, si ça se trouve, on va se rejoindre quelque part au milieu de la route, là. C'est- c'est- Moi, ce qui m'énerve, en tout cas, je trouve que le concept d'agent inclut inclut pas le principe fondamental de l'ingénierie qui est quand quelque chose est trop compliqué, il faut qu'on soit en mesure de le diviser. Il n'y a pas ce concept-là dans un agent qu'on prend un agent puis on divise en deux agents pour qu'on réassemble pour résoudre la tâche. C'est très, très ancré dans la métaphore de l'humain ou du robot. Tu sais, et à mon avis, juste d'être ancré dans cette métaphore-là, ça nous empêche de réfléchir de la bonne façon, si je peux me permettre. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai toujours été hésitant à embrasser les agents comme mécanisme de développement sur ces trucs-là. Ce- Ceci étant dit, D'autres questions? D'autres vas-y. questions? Lève la main encore. Oui, vas-y. Euh, non, ok, bah, c'est, je pense que c'est une question qui va être répondue bientôt, mais je suis vraiment très très curieuse justement de parler de l'incertitude qui est liée au prompt-based function. Puis c'est peut-être le concept le plus dur à comprendre pour moi là-dedans, c'est comment est-ce qu'on gère justement cette incertitude, d'autant que je ne sais pas aussi sur quel modèle vous vous basez, mais on sait que si on change un petit peu quelque chose dans un prompt, ça peut donner des résultats différents. Si quelque chose change dans le modèle, ça peut donner des résultats différents. Des fois, des hallucinations, c'est comment est-ce qu'on gère toute cette masse Oui. d'incertitudes-là? Puis, c'est une super question. Puis, la vérité, c'est que j'ai pas grand-chose là-dessus dans cette présentation-là, mais je me permets d'y répondre tout de suite. Euh, de un, bon, il faut constater que le génie logiciel, c'est la seule forme d'ingénierie qui n'a pas à dealer avec l'incertitude. Tous les autres génies ont à le faire, OK? Une réaction chimique, ben, je suis désolé, mais c'est c'est pas toujours la même chose. Donc, tous les autres génies se sont dotés de mécanismes qui leur permettent de travailler avec des objets probabilistes. C'est juste qu'en programmation, on n'a jamais été confronté à ça, on n'a jamais eu à le faire. Donc, c'est tout nouveau pour nous. Mais il y a plein d'outils qui existent dans les autres formes de génie pour dealer avec ça. Cela étant dit, les objets probabilistes, s'ils sont trop probabilistes, c'est-à-dire si
si leur sortie ne dépend pas assez des entrées, est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose dessus? Ben, la réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend de la robustesse nécessaire pour le truc qu'on veut construire. Et aussi, ça dépend de la profondeur de probabilité. Parce que quand on met des systèmes probabilistes sur des systèmes probabilistes, sur des systèmes probabilistes, sur des systèmes probabilistes, on a de plus en plus d'erreurs. L'erreur s'accumule, ce qui n'est pas le cas en programmation traditionnelle, hein. On a des stacks en programmation traditionnelle qui ont des centaines de librairies de profond. On est correct. Chacune des librairies est testée, c'est rigide, ça marche. Quand on met l'entrée, ça sort. Mais là, en programmation probabiliste, ça ne sera plus le cas, là. Si on a 200 librairies de profond, l'erreur va être plus grande que si on en a 100. Donc, c'est un ensemble de nouveaux problèmes auxquels on va faire face. Ça dépend, comme la première chose, c'est que ça dépend de la qualité de l'objet probabiliste. Ça dépend de la sensibilité du problème qu'on veut régler. Est-ce qu'on essaie de faire voler un avion ou on essaie de faire un algorithme de recommandation sur un réseau social? Le premier est très, très sensible aux erreurs, le second beaucoup moins. Donc, je pense que, il va falloir s'intéresser d'abord aux problèmes pour lesquels les erreurs ne sont pas si critiques. Ne serait-ce que pour s'approprier ces outils-là, ces outils probabilistes-là, les maîtriser, puis dans des situations où est-ce qu'on va pas casser l'univers si ça ne fonctionne pas. Mais c'est une logique différente. Est-ce que ça répond à votre question? En fait, ça m'en amène une autre, c'est que là, on met beaucoup de responsabilité en quelque sorte sur l'objet probabiliste, mais on considère que le modèle en tant que tel derrière est un petit peu une source de données immuable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de choses qui vont dépendre du modèle, puis qui du coup sont pas contrôlables? Enfin, oui, c'est genre du coup la source de l'incertitude, mais comment dire, j'ai l'impression que c'est faire trop confiance au modèle. Ah, tout ce que je dis ici, c'est justement de ne pas faire confiance au modèle, c'est-à-dire que comme un bon ingénieur qui fait face à un objet probabiliste, on va se donner les moyens de comprendre euh, à travers, à travers un ensemble de tests, on va se donner les moyens de comprendre les incertitudes qui sont liées à l'outil qu'on utilise, à l'objet probabiliste qu'on utilise, le grand modèle de langage dans ce cas-là. Euh, donc, je pense qu'il faut plutôt le voir comme on ne fait pas confiance aveuglément à ça. Alors, on sait que c'est probabiliste, on se donne les moyens, les outils nécessaires pour évaluer l'impact des incertitudes qui existent dans l'objet sur la tâche qu'on essaie de faire. Mais bon, c'est ça. Ultimement, c'est plus une question de contrôler, contrôler ça qu'autre chose. Il y a quelque chose qui est caché dans votre question, cependant, puis que je trouve super intéressant, c'est que quand on commence à faire ça, on est aussi en mesure de donner du feedback au modèle, OK? C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont construire sur ces objets probabilistes-là, plus les créateurs des objets probabilistes vont avoir du feedback pour savoir de quelle manière ils devraient améliorer leur système. En ce moment, c'est construit un peu, c'est construit pour des chatbots, c'est construit pour l'utilisation qu'on en fait, c'est on donne ça à monsieur, madame, tout le monde pour qu'ils jasent avec qu'il y ait une conversation, qu'il l'interroge sur des faits, etc. Mais si on remplace ça par, OK, on s'en sert comme une fonction à l'intérieur d'un système plus complexe qui a un objectif totalement différent que chatbot, ça va donner des rétroactions différentes à ces grands modèles-là. Est-ce qu'on va voir émerger différents modèles qui vont être plus en mesure de servir certaines de ces tâches-là? Est-ce que les modèles actuels vont être paramétrisables pour être plus efficaces? Je n'ai pas la réponse, mais à mon avis, c'est en commençant à les utiliser de cette manière-là qu'on va être en mesure d'orienter un peu leur développement. C'est vraiment intéressant parce qu'en gros, c'est créer une couche logicielle qui permette d'être agnostique par rapport au modèle, d'être robuste peu importe le modèle, puis de donner du feedback au modèle. Donc, Absolument. Moi, je le vois vraiment comme le modèle, c'est le nouveau CPU d'une certaine manière. Un CPU qui est probabiliste. Et c'est pour ça aussi que je milite fortement en faveur d'une grande ouverture sur les modèles, là. Je préférerais qu'on vive dans un univers où on n'est pas assujetti euh, au, euh, au joug d'un OpenAI ou d'un Anthropic. Tu sais, je vois d'un très bon œil le développement de Llama, d'un Mistral, donc des modèles open source. Et
c'est ça. À mon avis, c'est très, très important. Puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, tu sais, on met souvent l'emphase sur Ah, c'est super coûteux de développer ça, c'est super coûteux, regardez combien il faut qu'il lève OpenAI. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple de développer un grand modèle de langage que de développer un CPU. Donc, c'est beaucoup moins engineering un grand modèle de langage qu'un CPU, là. Si quelqu'un se levait demain matin et disait Je veux faire la puce d'Intel, lève-toi de bonheur, travaille fort, là. Tandis que c'est plutôt une question d'avoir accès aux ressources de calcul qui aujourd'hui, c'est des milliers d'heures, je ne sais pas combien de millions d'heures de calcul sur des gros, gros GPU pour être en mesure d'entraîner un grand modèle de langage. Mais je suis absolument convaincu qu'on va avoir une réduction très rapide des coûts liés à l'entraînement parce que plus on les entraîne, plus on les comprend, plus on est en mesure d'optimiser ça. Je suis convaincu qu'on va avoir une Il y a diminution une très autre rapide. question. Vas-y, vas-y. C'est Vas-y. là, avec les deux questions qui est emmené, enfin, ça peut très bien que vous répondez après et je prends de l'avance ou que je suis à côté de la plaque, mais si dans l'idée alors, et bien sûr, enfin, le modèle ne probabilise pas la chose, mais si on essaie alors de normaliser les prompts, oui, capable de mieux les structurer en mettant sous le contrôle, comme, OK, ça doit être, tu vas le retourner comme ça, tu vas filtrer de cette manière-là. Comment on fait pour faire la différence alors qu'on est à l'utilisation où c'est, puisque normalement, quand on met ça dans du code, c'est parce que ce n'est pas probabiliste. Si ça ne marche pas, parce que je sais que mon raisonnement n'était pas correct, le marge Ouais. écrit. Mais là, ça se peut que c'est, ah, puisque j'ai mis ça comme dans une boucle for, en disant, refais ça, 8 itérations pour le vérifier, ça peut que l'écrire comme ça, à fait, ça va pas marcher mon prompt. Alors, comment on fait pour couper la différence entre, c'est ma structure de normalisation elle-même qui a dénormalisé mon problème? Ouais. Écoute, j'ai malheureusement pas la réponse à ça. OK? Puis je sais pas si quelqu'un le, le sait. C'est. Euh, ouais, ça me fascine comme question. Je veux dire, toute l'idée de. Moi, j'ai l'impression, d'abord, si on réussit à diviser les problèmes en plus petits problèmes, on peut peut-être être en mesure de répondre un petit peu plus facilement à cette question-là. Au début, moi, j'écrivais des prompts qui faisaient 14 pages de long. C'était très, très difficile de savoir quel aspect de mon prompt fonctionnait mal. Maintenant que j'en écris des tout petits que je réassemble pour résoudre mon problème, euh, quand- je développe un petit peu plus une intuition à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. En général, je trouve que c'est la clarté avec laquelle je m'exprime qui prime toujours. C'est-à-dire que si l'idée de ce que j'essaie de faire avec le système, que je ne suis pas capable d'encoder sous forme de code, donc, mais je suis capable de l'exprimer par référence à des concepts universels, entre des concepts que le LLM comprend ou connaît, je trouve que je suis en général en mesure d'améliorer la qualité de ça. Mais de dire, tu sais, je connais le processus qui me permettrait d'optimiser l'efficacité de mon prompt, je le connais pas. Je pense pas que personne ne le connaît. Je pense que ça fatigue bien, bien, bien du monde. Euh, c'est Oui, ça. à ton tour. Oui, ben, rapidement, je me demande un petit peu, c'est quoi l'avantage d'avoir un. Parce que dans le fond, je trouve vraiment ben, cette idée-là d'une décomposition conceptuelle, là, un petit peu, je trouve, c'est pas mal un peu ce que j'essaye de faire la plupart du temps quand je fais des choses comme ça. Moi, je remarque par contre qu'il y a un coût particulier qui vient avec l'usage des LLM par opposition à des modèles plus traditionnels à la BERT. Puis j'imagine que dans le fond, de votre côté, vous devez aussi essayer, dans le sens où est-ce que c'est plus difficile de s'assurer que la fonction fait exactement ce qu'on veut, par exemple. Et puis, je me demandais un petit peu comment est-ce que vous gériez cette chose-là. Est-ce qu'il y a des fonctions qui... est-ce que vous, premièrement, est-ce que vous intégrez des LLM avec des trucs plus BERT-like ou est-ce que vous êtes vraiment purement dans les LLM? Vous avez trouvé des très bonnes façons de les prompter ou... bref, c'est ça. C'était quoi Ouais, en fait, je sais pas comment travailler avec quelque chose qui est pas tu sais, avec un BERT plus classique, là, juste un word predictor ou tu sais, quelque chose qui n'aurait pas eu de RLHF par-dessus. Euh, ouais, je saurais pas comment les intégrer dans ma pratique actuelle, là, peut-être comme un espèce de sous-module, là, mais ouais. J'avoue que, ben, en tout cas, peut-être que pour les situations qui nous intéressent, là, qui sont quand même assez particulières, on ne fait pas face à ces problèmes-là tant que ça. OK. C'est-à-dire que les LLM avec du RLHF et tout fonctionnent assez bien pour nous. Mais OK, c'est bon.
J'avoue que c'est ça. Moi, j'ai vraiment le contraire, là. À chaque fois, je perds énormément de temps quand j'utilise des LLM. Si j'utilise des bases d'exemples pour entraîner des BERT-like, là, en général, ça va mieux. Fait que je suis dans le sens inverse, mais je trouve ça intéressant de voir que vous êtes. Ah, non, non, non. Je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est intéressant. Souvent, en fait, ce que je me rends compte, c'est que mes prompts vont fonctionner plus efficacement si je donne des exemples, mais peut-être que je n'ai pas le niveau de contrôle que tu as. Ce que je remarque cependant, c'est que ces fonctions de haut niveau-là, on les a créées sous forme de prompt, puis on les améliore constamment. On a une banque de tests pour chacun. Euh, mais euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, on a besoin d'un mécanisme différent que du prompting classique, là. Tu sais, on commence avec du prompting classique, mais j'ai l'impression qu'il faut des modèles qui soient vraiment efficaces à faire un for à travers un. Et peut-être que c'est un prompt, la fonction qu'il y a derrière le for, mais la fonction qui fait le for, à mon avis, ça devrait être un grand modèle de langage ou un BERT-like, mais surentraîné ou fine-tuné pour cette tâche-là. Mais là, bon, pour le moment, on se débrouille avec des prompts, puis ça fonctionne pas trop mal. Philippe, tu as provoqué le destin, tu as invité les commentaires. Il y en a encore. Il y a Franzner et ensuite Iris. Louis, enlève ta main, s'il te plaît. Vas-y. Merci, Philippe. Ma question est la suivante. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés pour garantir la robustesse et la maintenabilité de la programmation pilotée par des prompts, surtout dans les applications à grande échelle qui exigent une tolérance élevée aux erreurs? Comment il dealer avec les smells code, good smells, et comment faire des tests unitaires? Comment ça se passe? Ouais. Euh, ouais. Donc, d'abord, on s'est développé une, on s'est développé un outil de test unitaire qui est très, très proche des tests unitaires en programmation classique. Bon, on code en TypeScript, en Node, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, peu importe. Et on utilise un truc qui s'appelle Jest, qu'on a étendu pour faire des tests probabilistes, avec les sorties de ces tests probabilistes-là qui peuvent être évalués par des humains ou par des systèmes, donc d'autres LLM, si on veut. Euh, et c'est comme ça qu'on réussit à évaluer des régressions sur nos unités les plus petites. Donc, on fait ça des p-tests. Donc, c'est vraiment notre but, c'est d'être en mesure de détecter des régressions ou d'évaluer des upgrades tu sais, si on veut changer l'LLM qui back notre système, on peut l'essayer, puis on peut voir l'impact que ça a sur nos tests. Sur nos tests. Vraiment, c'est très, très proche de l'approche très, très proche des tests unitaires classiques. Mais c'est des sorties probabilistes. Euh, Dans un monde idéal, on ferait un paquet d'expériences pour chacun des tests. Dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas les moyens de faire ça en ce moment. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler over time. Euh, donc, on roule ces tests-là de manière régulière, puis on essaie de détecter des tendances sur, euh, sur l'efficacité de ces tests-là over time. Franzner a un suivi, ensuite Iris. Vas-y. Mon problème, c'est que dans le cadre de prompt engineering, basé sur des fonctions, des méthodes, comment à la base on peut définir les tests, quand on fait les tests unitaires, on sait qu'on va avoir tel résultat dans Ouais. le modèle classique ou bien dans la programmation conventionnelle, traditionnelle. Comment ça se passe là? Et ça, parce que c'est un LLM qui va chercher des résultats. Et comment, à moins que dans mes tests unitaires, il faut définir ce que je veux avoir. Bon, peut-être il faut attendre les autres slides. Je te donne un exemple ici d'un vrai test unitaire qu'on utilise dans notre truc. OK? Donc, euh, maintenant, ce qu'il faut se rappeler des fonctions à base de prompt, c'est qu'elles ont des entrées structurées puis des entrées en langue naturelle. Elles ont des sorties structurées et des sorties en langue naturelle. Certaines des fonctions vont avoir juste des entrées en langue naturelle puis vont toutes sortir en structuré ou inversement.
Quand il y a des sorties structurées à la fonction, on peut faire des tests rigides dessus. Donc, c'est ici ce qu'on va faire, par exemple, celui d'en bas, là, l'encadré d'en bas ici, c'est un test rigide qu'on fait. On s'attend à ce que la fonction à base de prompt, de manière rigide, nous donne ça. Si elle nous le donne 90% du temps, on sait que ça a 90% de résultats. Sinon, et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un test qui est ce qu'on appelle le test d'inspection. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'un humain ou un système inspecte le test pour une certaine caractéristique. Cette caractéristique-là est elle aussi exprimée en langue naturelle et c'est une caractéristique dont notre objectif, c'est d'avoir une évaluation quantitative à la sortie de cette évaluation-là. Fait qu'ici, par exemple, dans notre test d'inspection, on dit It should ask the user to click an article. C'est une évaluation binaire qu'un humain doit faire, ou un LLM, parce qu'on soumet ça à des LLM aussi. Puis là, bon, on pourrait avoir une grosse discussion sur, ah ouais, tu sais, si ton système de test est biaisé de la même manière que ton système OK, mais en pratique, on ne remarque pas ces biais-là, ou on peut même utiliser des LLM différents, on n'est pas les seuls à faire ça, il y a plein de monde qui font ça. Mais donc, on transforme en quantitatif d'une manière qui nous permet d'avoir des statistiques quantitatives sur l'évolution du système. Mais pour répondre à ton autre question plus fondamentale, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour des systèmes critiques, ma réponse est très simple, on ne le fait pas. Je veux dire, si quelqu'un se met à utiliser la programmation à base de prompt pour des systèmes critiques aujourd'hui, mon conseil, c'est j'espère que c'est très expérimental puis que je ne volerai pas dans ton avion parce que on n'a vraiment pas les pratiques d'ingénierie requises, à mon avis, pour être en mesure d'assurer un niveau de qualité sur n'importe quel système critique. Mais en même temps, ça veut pas. Je pense que la bonne façon de développer ça, c'est de se trouver des endroits où est-ce que on n'a pas ces aspects critiques-là, puis qu'on est quand même en mesure de le faire quand même. Iris, ta question. Curiosité, je C'est sais pas. juste ça, je vais te demander à Philippe, est-ce qu'elle a déjà expérimenté pour, en fait, pour la programmation par le prompt ici et avec les MDE, modèle Driving Engineering, les modèles basés sur l'ingénierie basée sur les modèles Ouais, 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 ouais. MDE, modèle Driving Engineering. Mais est-ce que c'était une question? Je ne suis pas sûr d'avoir suivi. Est-ce que tu as déjà expérimenté avec ça ou bien quelque part Non, écoute, avec les modèles pilotés par les modèles? non, je t'avoue que L'ingénierie pilotée par les modèles driving. non, je connais pas ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, c'est un concept d'ingénierie logicielle qui s'appelle MDE, OK. Model Driving Engineering. Donc, on fait généralement dans l'aéronautique pour les avions, parce que vous n'avez pas des avions. Donc, on utilise ça très beaucoup et pour développer pour les trains, pour les systèmes critiques, OK. OK. MDE. Bon, écoute, c'est possible que mon aventure m'amène là éventuellement. Là. J'avoue que je commence c'est très directement du côté du génie logiciel dans mon cas. C'est complètement admissible que le conférencier apprenne quelque chose lors du séminaire Oui, aussi. ah ouais, écoute, Driving Engineering. Iris, c'est mon paiement, ça me fait plaisir. Oui, on commence à s'éloigner un petit peu de ce qui m'a amené cette question, mais voilà. En fait, c'est la conversation m'a rappelé un peu une conférence qu'on avait eue dans cette série. J'ai malheureusement oublié le nom du conférencier, mais c'était à propos de l'utilisation adversariale des modèles. Le conférencier générait des prompts adversariales pour essayer de faire dire à un modèle des choses enfin, de briser ses limites. Puis, ce qui avait été trouvé, c'est qu'il y avait moyen justement de générer un prompt optimal qui allait pousser le modèle à révéler des informations qu'il ne devrait pas. Et dans ces prompts-là, il y avait des éléments non sémantiques. Genre, des fois, c'était juste Oui. des symboles. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez, hein, sur le fait de générer des prompts par des méthodes automatiques, et deux, comment est-ce que vous géreriez cet aspect non sémantique parfois, qui fait un peu de la magie sur... Ah oui, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants. Ça nous montre en fait euh, ce que j'aime dire, c'est que les failure modes, tu sais, c'est autant dans leur opération nominale, ces systèmes-là sont impressionnants. Donc, quand on regarde un chatbot, un LLM, un chat GPT, dans son opération nominale, quand on l'utilise tous les jours, on est vraiment impressionné. On a l'impression que
c'est quasiment comme un humain, comme si on avait réussi à encoder un véritable cerveau dans une machine. Autant dans leur failure mode, ces systèmes-là sont aberrants, c'est-à-dire qu'ils nous surprennent. La manière dont ils cassent n'a rien à voir avec la manière dont un humain casse, hein, dont un humain, tu sais, euh, donc, ça, ces prompts super optimisés-là qui ont des aspects non sémantiques qui permettent de faire des choses. Puis ça me fascine. La raison pour laquelle je pense qu'on peut faire une optimisation pour le problème du jailbreaking, hein, je pense que c'est ça la situation ici, là. On essaie de jailbreaker un modèle, c'est qu'on a une définition très précise du succès. Le succès, c'est de réussir, tu sais, parce qu'on a défini, euh, on a défini l'erreur, hein. Quand on fait le RLHF, on ne veut pas que le système dise X. OK? Donc, c'est relativement facile de définir le succès d'un jailbreak, c'est on va faire dire X au système. Donc là, on est en mesure de faire une optimisation plus traditionnelle dans l'espace des prompts, naturellement, mais on est capable de le faire. Si l'objectif, moi, j'hésiterais beaucoup à faire ce genre d'optimisation-là pour un prompt qui a un objectif sémantique à l'intérieur d'un très gros système. À mon avis, ce serait très brittle, ce serait très fragile comme prompt. euh, Parce que c'est ça. Donc, tu sais, si on parle des objectifs qu'on se donne, là, nous, de construire un objet robuste à partir, bon, un objet robuste, en tout cas, un objet fonctionnel avec une fonction particulière à partir de prompt. Je suis pas sûr que j'oserais faire ce genre d'optimisation-là. Parce qu'on peut définir, hein, parce que quand on crée un ensemble de tests unitaires pour une fonction, on définit un petit peu l'objectif, là. On pourrait essayer d'optimiser le prompt pour ça. Mais à mon avis, si on suroptimisait un prompt pour ça, ce qu'on serait en train de faire, c'est de montrer les limites de nos tests unitaires plutôt que d'avoir développé un meilleur prompt. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Yeah. Maintenant, those of you who are English speaking, I know that some of it you probably didn't follow, but do you have any questions that you want to ask? Okay, if you say, I don't know whether the question I'm asking has not already been answered because I couldn't follow the English, but Absolutely. Happy to answer again. neither of you? Okay, we've flummoxed our anglophones. Oh, so Go sorry. ahead. Go ahead. Tu as encore des diapos? Est-ce que tu as épuisé? J'en ai encore. On a jusqu'à quelle heure? C'est ce que je me demandais. La fin absolue, c'est midi parce qu'il y a une autre rencontre. OK, parfait. Donc, je pense, je pense que ça fait le tour un petit peu de tout ça. Je veux peut-être vous parler un petit peu euh, on a parlé de contrôle, de transparence. Je pense que c'est des questions ça soulevait des questions au début, en tout cas, vous avez un intérêt pour ça. Je vous parle un petit peu de ce qu'on essaie de faire chez Numérico plus généralement, puis de la manière dont on déploie ça, ces architectures à base de prompts-là. Notre objectif, c'est de permettre la personnalisation. Donc, bon, c'est commercial, là, ici. L'entreprise, c'est une startup assez classique. Mais l'objectif ici, c'est de permettre à n'importe qui développe une application de faire de la personnalisation sur cette application-là, puis de faire de la personnalisation là, au sens très, très, très large, c'est-à-dire de personnaliser n'importe quel aspect de l'application. Si on veut personnaliser un message qu'on va donner à l'utilisateur, on devrait être en mesure de le faire. Si on veut personnaliser l'interface auquel l'utilisateur va faire face, on devrait être en mesure de le faire. Si on veut personnaliser des recommandations qu'on va donner à l'utilisateur, on devrait être en mesure de le faire avec Numeno. C'est ça l'objectif ici. Donc, ce qu'on dit, c'est personnaliser n'importe quel point de contact avec l'utilisateur. Traditionnellement, si on voulait faire ça, ça prenait des très, très grandes quantités de données. Les plateformes en ce moment qui le font le plus efficacement, ce sont les plateformes des grosses compagnies de technologie. Un Amazon va le faire pour recommander des produits, un Netflix va le faire pour recommander des films, un Facebook va le faire pour organiser son fil d'actualité. Mais généralement, c'est l'apanage des big tech, des grosses entreprises de technologie, parce que en IA from scratch, en IA traditionnelle, ça prend une très, très grande quantité de données pour être en mesure de faire de la personnalisation euh, juste acceptable. Même pas particulièrement bonne, mais juste acceptable.
En plus, cette personnalisation-là, bon, a en programmation traditionnelle ou en IA traditionnelle, a la caractéristique de ne pas être transparente du tout. Ces systèmes-là apprennent comment personnaliser l'expérience à partir des comportements de l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous êtes sur Facebook, vous allez utiliser Facebook, vous allez cliquer à gauche, à droite, vous allez écrire des commentaires, vous allez faire des likes, partager, vous faites plein d'interactions avec la plateforme. Chacune de ces interactions-là devient un point de données dans un système relativement opaque. La plateforme va faire de l'entraînement de l'IA from scratch à partir de ces données-là. Et au bout de la ligne, vous allez avoir un fil de nouvelles personnalisé. Mais la plateforme n'est pas en mesure d'exprimer euh, c'est quoi cette personnalisation-là, qu'est-ce qu'elle essaie de faire concrètement pour vous aider ou pour personnaliser votre expérience. Elle n'est pas en mesure de l'exprimer, pas d'une manière que vous pourriez le comprendre. On peut avoir certaines approximations. Le système peut dire, ah ouais, j'essaie de donner plus de sport ou euh, d'entertainment, des choses comme ça, mais ça reste, c'est très approximatif là, comme transparence qu'on a sur l'algorithme. Mais avec de l'IA qui est construite par-dessus les LLM, on règle les deux problèmes. C'est-à-dire qu'on est en mesure aujourd'hui de faire de la personnalisation, même si on n'a pas une très grande quantité de données sur les utilisateurs. Parce qu'une grosse partie de la personnalisation, c'est justement d'exprimer en langue naturelle, avec des concepts qui sont communs, des concepts qu'on partage entre nous, que le LLM comprend d'une certaine manière, d'exprimer avec ces concepts-là ce que serait pour un utilisateur une expérience optimale. Donc, on règle le problème des données. Maintenant, tout le monde est en mesure de le faire. Mais on règle aussi le problème de la transparence. Une fois qu'on a exprimé avec des termes qu'on comprend, vous et moi, ce serait quoi l'expérience personnalisée optimale, ben, on est en mesure de le lire, on est en mesure de voir qu'est-ce que la plateforme ou le logiciel essaie de faire pour nous. Mieux, on est en mesure de le transformer, de le modifier, de le changer si ça ne fait pas ce qu'on souhaite faire. Le rêve original de Numeno, dans l'entreprise que j'avais avant qui s'appelait Waverly, c'était ça pour les réseaux sociaux. Parce qu'à notre avis, dans les réseaux sociaux, un des plus gros problèmes auxquels on fait face, c'est le manque de transparence puis de contrôle qu'on a sur nos algorithmes. On n'est pas en mesure individuellement, mais même collectivement, de se mettre ensemble puis de dire, voici comme société, voici comme individu, ce que j'aimerais voir au quotidien sur mon fil d'actualité. Et parce qu'on n'est pas en mesure de faire ça, on voit des choses comme les bulles de filtre, de la polarisation, la colère, tout ça émerge de manière un peu naturelle parce que ben, ça fonctionne pour les algorithmes. Mais on n'est jamais en mesure de le lire, de voir que l'algorithme favorise le langage haineux, par exemple, et de dire, oh là, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que la société veut. On est un peu l'esclave de ça. Donc, l'idée originale de Waverly, c'était d'utiliser cette langue naturelle-là, cette transparence et ce contrôle-là pour venir régler les problèmes des réseaux sociaux. Le dur constat qu'on a eu à faire dans les 6 derniers mois, c'est que c'est très difficile de s'attaquer à ce problème-là, étant donné que les réseaux sociaux en ce moment sont tous très fermés. À part le Blue Sky, là, que vous voyez peut-être pas en ce moment, qui est ouvert. D'ailleurs, on construisait là-dessus. Là. Je suis très heureux de voir que ça commence à fonctionner. Moi, j'ai programmé énormément de code base de Blue Sky. Mais en tout cas, peu importe. Donc, c'était le rêve original. Aujourd'hui, dans sa mouture Numeno, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre cette approche-là à la personnalisation pour n'importe qui, n'importe quelle entreprise qui veut faire de la personnalisation. Que ce soit pour un réseau social, mais que ce soit pour une application bancaire, pour une application de forum que vous offrez à tout le monde, que ce soit pour une application de shopping, peu importe. Mais cette approche-là, on veut la rendre disponible à tout le monde. On développe ce qu'on appelle des API en langage de programmation qui vont permettre à n'importe qui très facilement de s'approprier ce genre de personnalisation-là. Donc, comme je disais, c'est transparent. Les utilisateurs vont être en mesure de voir leur profil, de voir comment leur expérience est personnalisée pour eux, développer une relation de confiance parce que, bon, quand tu le vois, quand tu le lis, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à ça et donc aussi de pouvoir le modifier. Donc, si ça ne fait pas ce que vous voulez, vous allez pouvoir le changer. Ce bout de code qui montre comment ça s'utilise, c'est très facile à utiliser. Et les endroits où on peut l'utiliser, les plateformes de contenu, les plateformes de e-commerce. En EdTech, on est bien excité. On discute avec certaines entreprises là, qui font des plateformes d'éducation et qui veulent personnaliser l'expérience éducative en fonction
des préférences, mais aussi des capacités, en tout cas des aptitudes des apprenants, ben, on va être en mesure de faire ça avec cette plateforme-là. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup Excellent. Merci beaucoup. J'ose dire que euh, même avec une cheville qui te tracasse pas, tu n'aurais pas pu faire mieux. Je fais une analogie. L'approche classique dont tu as parlé, ça ressemble un petit peu au behaviorisme en psychologie. Et là, tu commences à profiter du langage naturel. Tout à fait, tout à fait. Non, je pense que c'est ça, c'est vraiment pertinent. Ouais, c'est ça, ça s'approche du behaviorisme. Puis, en fait, ce que je dirais, c'est que le behaviorisme a eu le dos large sur les plateformes sociales. Hein. Elles s'en sont tous réclamées. Ils disent, ah ouais, mais les gens sont ce qu'ils sont pas ce qu'ils disent. On peut regarder leurs clics et puis être en mesure de comprendre ce qui les intéresse beaucoup mieux que si on leur demandait d'exprimer ce qui les intéresse. Et puis, cette espèce de discours-là qui domine là, en ce moment quand on parle de personnalisation sur des plateformes sociales, n'a jamais été remis en doute. C'est comme une espèce de c'est comme une vache sacrée de dire, ah oui, les comportements que les utilisateurs adoptent sont garants de ce que les utilisateurs sont. Et puis, moi, c'est contre ça que je me suis inscrit en faux depuis des années, de dire en fait, ça nous donne un portrait très partiel des utilisateurs. Si c'est vrai que dans une relation où on n'a pas confiance, on ne va pas nécessairement exprimer nos véritables désirs, puis peut-être que l'observation des comportements peut être plus juste, peut donner un portrait plus juste. Dans une relation de confiance, ce que le langage nous permet, c'est de venir exprimer euh, les comportements qu'on n'adopte pas encore, mais qu'on souhaite adopter. Tout le monde a des aspirations, tout le monde désire être quelque part où il n'est pas, où elle n'est pas encore. Et quand on s'évertue à exclure le discours, on perd ces aspects-là des individus. Donc, c'est ça. OK. Dernière observation, sauf s'il y a... Ah, vas-y. Pour les dessins que vous avez montrés sur enfin, la personnalisation du profil méta-numino, je suis curieux là-dessus. Comment vous faites pour mettre alors, ça serait quoi les barrières de personnalisation qui dépasseraient l'entendement logique? Comme, parce que j'avais deux qui me passent en tête, comme système bancaire, personnalisation qui changerait des données que, bon, enfin, de manière bancaire, tu n'es pas supposé pouvoir changer, enfin, qui irait briser d'autres systèmes, enfin, legacy qui irait interagir avec, ou c'est une personnalisation comme profil visuel, comment tu vois le site web, quelqu'un qui par raison quelconque, enfin, dessus, il irait comme, OK, j'aimerais que tu alternes, enfin, tu me crées un effet de strovulation, enfin, dans mon profil quand je me gueule sur le site, enfin, de lumière, et qui causerait, enfin, lui-même, enfin, un problème visuel dedans, qui emmènerait alors, ah, ben, votre site web a brisé, enfin, m'a brisé mes affaires, enfin, tu dois aller à l'hôpital, ou, enfin, genre justice, comme, comment on fait pour trouver ce quoi la limite entre c'est correct pour personnaliser et ça pourrait emmener des vrais problèmes, que ce soit légal ou éthique sur la chose. Ouais, c'est une belle question. Je pense on a, disons, les problèmes légaux, on les voit se pointer le bout du nez sur les plateformes sociales en ce moment. Là. De plus en plus, euh, on se pose des questions comme société à savoir est-ce qu'on n'est pas allé trop loin. Euh, Maintenant, si on avait de la transparence puis du contrôle, je pense que ça changerait beaucoup la donne. Hein. Si tout le monde était en mesure de voir la manière dont les réseaux sociaux personnalisent leur expérience puis était en mesure de le changer, je pense que ça changerait la donne. En ce moment, on est dans une relation où on a perdu confiance en tu sais, l'objectif de la personnalisation sur la plateforme. Sur d'autres plateformes, sur d'autres systèmes, par exemple le système bancaire, on n'a pas les mêmes incitatifs du côté du fournisseur de services. C'est pas de nous garder sur la plateforme, d'accaparer notre attention pour pouvoir mettre plus de publicité, vendre plus de publicité. Donc, parce que les incitatifs changent, on a beaucoup plus grands incitatifs à la transparence, puis au développement d'une relation de confiance avec l'utilisateur. Donc, je,
Tu sais, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand pour une plateforme qui serait transparente quant à ses capacités de personnalisation. Le problème, c'est qu'on a beaucoup moins d'opportunités de personnalisation aussi. Sur une plateforme de contenu, la personnalisation principale, c'est l'organisation du contenu, c'est le filtre, c'est le tri qu'on va faire subir au contenu. Et c'est évident que cette personnalisation-là a des impacts immenses sur la qualité de l'expérience. Est-ce qu'on a des opportunités, opportunités de personnalisation aussi grandes sur d'autres plateformes? C'est pas évident. Dès qu'une plateforme a beaucoup de contenu, même si ce n'est pas une plateforme de contenu comme telle, je pense qu'il y a des opportunités. Euh, mais j'ai aussi cette intuition-là qu'on n'a pas exploré beaucoup des systèmes personnalisés parce que c'était très difficile à faire. Et que quand on va se donner les moyens de le faire, on va avoir euh, des UX créatifs qui vont commencer à essayer de s'approprier ces outils-là ou ces idées-là. Je pense qu'on est allé beaucoup dans la simplification des systèmes parce que la personnalisation était difficile, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être voir réémerger des systèmes qui sont très riches, qui ont beaucoup d'options, mais qui, grâce à la personnalisation, réussissent à rester simples pour la plupart des utilisateurs. Donc, peut-être quelque chose comme si vous avez déjà utilisé un Salesforce, là, par exemple, si vous faites. C'est très, 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 très riche, très, très foisonnant comme système. La personnalisation là-dedans, elle existe, mais elle est au niveau de seulement du travail de personnalisation, de configuration manuelle immense. Généralement, vous avez un expert dans l'entreprise dont la seule job, c'est de personnaliser l'expérience pour différents rôles. C'est même pas au niveau individuel, c'est au niveau des rôles. Mais avec un système comme ça, à mon avis, on va pouvoir avoir une espèce de personnalisation beaucoup plus flexible, peut-être plus émergente, plus flexible. En tout cas, c'est à voir, mais Autre on- question d'ici, vas-y. Bon, on parle de transparence plutôt au niveau utilisateur puis UX, mais reste que le principe appliqué derrière, c'est un principe probabiliste. Donc, on peut donner à l'utilisateur seulement ce que lui nous a informé pour qu'on puisse faire la recherche, mais notre résultat est un output probabiliste. C'est comme une confusion un peu entre les deux. ben, je l'ai entendu celle-là, hein, tu sais, c'est une boîte noire en fin de compte tu utilises, tu sais, le système est une boîte noire, le LLM est une boîte noire, comment on peut parler de transparence? À mon avis, je ne suis pas sûr que j'achète cet argument-là. Et la raison étant que on peut développer une relation de confiance avec un humain, même si on ne comprend pas du tout comment son cerveau fonctionne. Parce que dans le dialogue, on est en mesure d'augmenter notre confiance que la manière dont cette personne-là s'exprime est authentique ou transparente, ou en tout cas qu'elle reflète vraiment la manière dont elle opère ou elle essaie de nous aider. Donc, le fait qu'un des systèmes soit mal compris, je ne pense pas que c'est la nature probabiliste, je pense que c'est plutôt la nature incompréhensible du LLM, ou en tout cas très difficile à comprendre du LLM, même les chercheurs ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne. Je ne pense pas que ce soit un obstacle au développement d'une relation de confiance avec le système. Et si on réussit à développer au fil du temps une relation de confiance avec le système, je pense qu'on peut parler de transparence. Si le système exprime dans des mots que nous, on comprend, la tâche que le système essaie de faire pour nous, à mon avis, on peut appeler ça de la transparence. Puis si les changements qu'on fait quand on interagit avec le système ont les impacts qu'on souhaite avoir, je pense qu'on peut parler de contrôle. Puis, si les requis de l'utilisateur sont changeants puis très variables au niveau de son expérience utilisateur, il peut avoir un impact au niveau de l'appréciation de l'application aussi. Donc, il doit avoir un contrôle à ce niveau-là. Oui, c'est certain. Tu sais, je te dirais, c'est la vitesse à laquelle il veut changer, ça a un impact. Tu sais, c'est aussi la complexité, hein. Il y a des personnalisations qui sont faciles à faire, il y a des personnalisations qui sont complexes. Si pour un utilisateur donné, l'expérience idéale est très, très complexe, à mon avis, les systèmes ne seront pas en mesure de livrer ça demain matin. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont jouer là, dans l'appréciation finale. Okay. So I want to thank you for a presentation that was unusually exhausting, not just for the speaker, but for the audience. Everybody has thrown themselves into it, and that's very good.
I hope that we'll be able to have you again in a few years because I have a feeling that Numeno is headed places. And I'm saying this in English because I want to give you a chance to give an answer to a question in English now to prove to those. It came up in the last two questions. It's not a question of transparency. You agree that in the field itself, even knowing exactly what or almost exactly what the techniques are used for getting the remarkable performance that comes out of LLMs, most people say, I'm still surprised and I still don't understand it. And it's true what they say. My question for you is there anything from the personalized version that you're dwelling on that's likely to cast some light on that not yet resolved mystery? That's a great question. I don't know. I mean, the objective is not to gain a better fundamental understanding of the system, which I think should be one of the priority of our research programs, especially the public research programs. I'm really excited to see the new institute that was announced last week, which is about precisely that, gaining a better fundamental understanding of these LLMs. Without it, I think we're playing with a very powerful machine that we don't understand well enough. That being said, playing with the machine might help. I feel we're playing with it very much like a chatbot at the moment, very limited to its chatbot aspect. But I do believe these things will be much more powerful when they become the software layer for a new bunch of software, the way I was talking about in this presentation. And if we start exercising them in this way, I don't know if we'll gain understanding, but we might, like the fact that we're using the system in different ways might help the fundamental researchers who are working with the thing understand them better. Like, for example, the example that was given earlier of using a non-semantic prompt in order to jailbreak a system, I'm convinced is a very useful tool for better understanding them. Like, why does this thing work? Then you open the black box, you try to figure out what's going on in there. I'm sure there's a lot to be learned from that. Merci Phil, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as raconté et puis on continue à garder le regard sur tes aventures dans les années qui... Merci beaucoup à tous. Super bonne question, ça m'a fait plaisir. J'aurais aimé ça être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour les questions.